Alors, à tous les amis, John Image is the King. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Ouh, je suis très honorée. Bravo, John Image. Le rendez-vous est respecté, mesdames et messieurs, c'est dimanche, et dimanche c'est Info 7. Ce dimanche, nous avons le réel plaisir de recevoir Daniel Safo, qui est député national. Et avec lui, comme à l'accoutumée, sa formule consacrée, nous allons décortiquer le temps fort de l'actualité de cette semaine. Très heureuse d'être avec nous, Daniel Safo. Tout le monde sait que vous êtes de la Mouka, mais ces derniers temps, vous avez fait la une de plusieurs médias. Il y a eu, je ne sais pas si c'est un conflit larvé ou, parce que beaucoup de gens disent qu'il y a des mains noires derrière ce tiraillement entre vous, députés. Nous osons le dire, entre vous et le député Léon Nemalimba. Les gens ne comprennent pas que des honorables, entre guillemets, s'entreléchir comme ça par médias interposés. Qu'est-ce qui se passe réellement entre vous deux? Pourtant, vous vous estimez bien à l'époque, vous étiez copains, permettez l'expression. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Merci pour la question. Je crois que l'expérience nous rend sages. Aujourd'hui, mon collègue, mon ami, mon frère, Moukeba, est en prison. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Injure. Il est en prison pour ça. Et la justice a précipité les choses sans pour autant qu'il soit entendu. Et là-dessus, il y a eu vice des procédures. En fait, parmi les éléments élémentaires du droit, notamment le caractère contradictoire. L'ami n'a pas été entendu. Et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle constate qu'il y a eu vice des procédures. Et il y a là-dessus un caractère inconstitutionnel. Et nous avons obtenu, n'est-ce pas, l'arrêt de la Cour, qui est d'ailleurs exécutoire, mais jusqu'à preuve du contraire, l'ami n'est pas encore libéré. Donc cette expérience me permet, n'est-ce pas, de me comporter différemment des autres. Deuxième expérience, il y a les règlements intérieurs, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, où j'ai y apporté 5 amendements pendant la confection et pendant les débats. Je me rappelle, l'honorable Évariste Bochab a même tweeté que nous avons des jeunes intelligents, notamment Daniel Safo. Je reviens maintenant à ce qui nous m'oppose avec mon collègue Lemba Lemba. En fait, l'ignorance même du règlement intérieur, qui, n'est-ce pas, est notre Bible. C'est lorsque les députés sont en contradiction. Et quand il s'agit même de notre institution, nous nous référons, n'est-ce pas, à notre chère Bible, qui est le règlement intérieur. Donc Molière ne pourrait pas m'injurier d'abord en tant que collègue, il ne pourrait pas m'attaquer. Tout est parti de quoi? Tout est parti de lui-même Molière qui attaque les 500 députés. C'est par une question que je réponds à un journaliste, Peter, que Molière traite les 500 députés où l'hémicycle, où notre institution, les députés ne travaillent pas. Ils sont là pour somnoler, qui sont pour, qui sont contre. Or, quand vous prenez les règlements intérieurs, dans son article 121, alinéa 1 et 2, les députés doivent avoir un respect mutuel entre eux. Les députés ont la mission aussi de défendre l'image des marques de l'Assemblée nationale. Là, je suis au niveau, n'est-ce pas, de l'alinéa 2. Tout député a la mission de défendre l'image des marques, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Et vous verrez Molière dans ses déclarations, il porte d'abord atteinte à son institution. Et moi, son collègue, pour avoir réagi, et l'Assemblée nationale, c'est le lieu par excellence, n'est-ce pas, où nous sommes appelés à faire avancer, n'est-ce pas, la démocratie. C'est le cadre par excellence où l'élite congolaise, en tant que députée, a la mission de faire avancer les choses. Molière a mal interprété, n'est-ce pas, mon point de vue, ma réaction. Et tout est parti de là. Tout est parti de là. Médiatique est parti de là. Il est parti avec des injures. Je me suis contenu, je me suis maîtrisé pour enseigner autrement. Il m'a traité même de fou. De fou, mais je crois cette fois-ci, c'est les fous qui réfléchissent mieux que lui. J'ai adressé une lettre en bon uniforme, n'est-ce pas, au bureau de l'Assemblée nationale.
et que l'ensemble, les bureaux de l'Assemblée surtout, va renvoyer, n'est-ce pas, l'affaire au comité des sages. Vous êtes aussi instrumentalisé par ce même bureau. Ça, c'est une très bonne question. J'ai mené la lutte durant 19 ans dans ces pays. J'ai combattu les régimes Kabila. Qui m'a poussé à faire ça? Qui m'a demandé à le faire? Je pense que la lutte ou la résistance chez Daniel Safou, c'est une vocation. Je suis dans l'opposition. Ok, vous êtes dans l'opposition et cette population s'est dit aussi, permettez-moi peut-être de le dire à Lingala, Daniel Safou Batié de Amafuta Soupo Azolo Balisu Souté, Daniel Safou a commis trop calme, il n'a plus la même énergie, la même verve et tout ça. Est-ce vrai? Aujourd'hui, ce n'est plus le Daniel Safou que nous avons connu avant, vous avez changé? Je crois que cette émission, c'est une réponse. C'est là qui pensent que Daniel Safou ne sait plus réagir. Nous sommes en train de capitaliser nos énergies. La vraie lutte nous attend. N'oubliez pas, d'ici là c'est 2023. Daniel Safou aujourd'hui il est dans un contexte où il y a des responsables. Vous avez Moïse Katumbi, vous avez Fayoulou, vous avez Jean-Pierre Mbemba. Donc la réaction n'est plus... La réaction de la rue en fait. La réaction n'est plus pas seulement de la rue. La réaction n'est plus comme auparavant. Hier j'étais journaliste, aujourd'hui je suis un homme d'État. Un homme d'État ne lâche pas tout. Un homme d'État observe, un homme d'État critique, un homme d'État réfléchit, un homme d'État oriente même sa pensée et guide les autres. L'élite, c'est ça. C'est ça l'élite. Donc aujourd'hui, Daniel Safou, c'est un homme d'État, mais l'énergie, la conviction, l'idéal est resté le même. C'est-à-dire demeurer à côté, n'est-ce pas, du peuple, les souverains primaires. Voilà, nous allons prendre d'ailleurs le tout premier dossier. Nous allons parler un peu de cette réunion de conjoncture économique. J'ai l'impression que ça se tient maintenant chaque semaine avant le Conseil des ministres. Nous allons voir le point de vue de cette réunion et puis la réaction de cet environnement. Chercheur en environnement, disons cela, M. Ngalibi, qui parle de l'interdiction de ce décret de la ville de Kinshasa qui interdit l'utilisation des sachets. Le coronavirus est en train de perturber quand même sérieusement la situation économique mondiale. Et ça ne manquera pas de répercussions ici en Afrique, et particulièrement aussi dans notre pays. Ceci nous appelle à prendre des mesures, des dispositions, d'abord pour faire en sorte que ce virus n'entre pas dans ces pays, et ensuite pour que notre économie, qui est dépendante malheureusement de l'extérieur, particulièrement de la Chine, n'en sorte pas exempt. Sur le plan interne, la situation macroéconomique est globalement stable en dépit de quelques fluctuations au niveau du taux d'échange, au niveau de l'inflation, mais c'est des petits taux que nous allons résorber très prochainement par les efforts que le gouvernement est en train de faire. Très prochainement, le chef du gouvernement va donner le coup d'envoi de la lutte, de la campagne pour la mobilisation des recettes. Il va recevoir les régies pour en parler à son niveau le plus élevé. Et que par ailleurs, nous-mêmes au niveau de la Commission économique et financière, avec l'autorisation du Premier ministre, nous allons recevoir les services d'assiette et apprécier l'évaluation, faire l'évaluation des mesures contenues dans le budget pour l'exécution de celui-ci durant l'exercice 2020. L'édit existe, ça n'a jamais été mis en application. Parce que je crois que quand l'édit a été sorti, c'était l'interdiction qu'on puisse commencer à produire des sachets plastiques à Kinshasa. Mais c'est fait qu'il n'y a pas eu de mesure d'application. Bon, si lui l'a transformé en forme de communiqué, et s'il sera réellement capable qui instruit, parce que souvent nous savons dans notre pays, les gens parlent, mais au fond c'est vide. Déjà par rapport à la nuisance sonore,
ils n'ont pas fait leur travail jusqu'à fond. Parce qu'aujourd'hui, la population est en insécurité, parce qu'elle est obligée de marcher là où les véhicules sont censés rouler. Pourquoi? Les tenanciers des bars, ils ont occupé juste au niveau de l'avenue, jusqu'au niveau du caniveau. L'espace où dans Kinshasa-Léo, créé pour que les piétons puissent circuler librement en sécurité, ils ont cédé aux tenanciers des bars. Ils doivent achever d'abord le premier travail. Si on doit parler de l'opération Kidbot, moi j'ai toujours dit que c'est un échec, pour simple raison. C'est une loi. Puis à l'article 53 de notre Constitution qui dit que tout Congolais doit un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Mais quand on voit la réalité, les populations ne sentent même pas. Pourquoi elles ne sentent pas? La population n'est pas impliquée. Or, si la population est impliquée avec des messages, beaucoup de programmes à la télé qui devaient parler de l'environnement, les gestes que l'homme devait poser pour garder son environnement sain, en sachant qu'aujourd'hui, bon, on ne doit pas trop condamner la population. On a abouti la population. Les Kinois ont toujours le même geste. Quand ils roulent dans une voiture, tout ce qui est papier, tout ce qu'il aura à consommer, l'emballage est jeté à l'extérieur et qui n'est pas inquiété. Pour dire qu'il n'y a pas de mesures contraignantes. Daniel Safo, nous avons suivi cette réunion de conjoncture, les grandes lignes, on a parlé du coronavirus et du cadre macroéconomique, nous y revenons. Le cadre macroéconomique, comme l'a dit le ministre du Budget, est globalement stable. Vous partagez le même point? Je ne pense pas. Lorsque nous parlons du cadre macroéconomique, et on ne nous montre pas les secteurs pourvoyeurs des richesses. C'est comme ça. Le cadre macroéconomique, c'est comme un discours. Mais on ne vous montre pas. Ce cadre-là est cadre par rapport à tel secteur. Le secteur de l'agriculture, le secteur minier, la télécommunication, tout ça, on ne nous montre pas. On nous prend d'emblée cadre macroéconomique. Si vous parlez du cadre macroéconomique, il y a un fondement. Quand il s'agit du cadre macroéconomique, la production. Nous produisons quoi? Qu'est-ce que les Congolais vendent pour qu'ils aient une économie devant permettre à ce qui est la stabilité du cadre macroéconomique? Donc nous sommes une économie qui ne répond pas aux exigences même liées à l'économie. Donc nous dépendons beaucoup plus de ce qui se passe à l'extérieur avec le coronavirus, comme on a dit, qui impacte aujourd'hui sur l'économie mondiale. Le coronavirus. Là, je loue encore le Seigneur. Je loue encore le Seigneur dans la mesure où c'est un virus qui touche le monde entier. Qui touche le monde entier. Le Congo fait partie, n'est-ce pas, des membres à part entière, n'est-ce pas, de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc nous allons bénéficier de la solidarité mondiale, nous allons bénéficier notamment aussi, n'est-ce pas, de l'appui des citoyens du monde. Je crois que de ce côté-là, nous n'allons pas nous inquiéter parce que les Congo, il faut le dire, nous sommes dans ce que moi j'appelle, nous sortons, n'est-ce pas, de la vassalité. Et pour enfin embrasser l'infantilisation, n'est-ce pas, de la politique nationale. J'entends par l'infantilisation cette métendie. Quand vous avez un président qui voyage en tout moment, et vous posez la question, vous voyagez en tout moment, pourquoi? Il vous répond, la diplomatie, je demande les moyens, non. Ça, c'est ignorer les Congos. C'est ce que j'appelle l'infantilisation de la politique, n'est-ce pas, nationale. C'est-à-dire quoi? Il y a moyen, ici, au Congo, nous puissions consolider d'abord ces pouvoirs-là sur le plan interne. Une fois le pouvoir est consolidé sur le plan interne, tout est ici. Ce n'est pas ailleurs. C'est ce que j'appelle l'infantilisation, n'est-ce pas? Avec le coronavirus, aujourd'hui, on voit comme en Italie, aujourd'hui, en sortant de la maison, j'ai appris en suivant les informations qu'il y a plusieurs villes en Italie qu'on a mis en quarantaine, Milan, Venise et tout ça, pour éviter le mouvement de troupes. Et les gens se posent la question, pourquoi chez nous, on ne parvient pas à bloquer pendant peut-être un mois l'aéroport de Djili pour ne pas permettre aux gens qui sont contaminés par le coronavirus d'entrer chez nous? Parce que
qu'on le veuille ou pas, c'est maintenant une pandémie, hein, et beaucoup de pays prennent des mesures assez radicales pour éviter cela. Évidemment, chez nous, c'est ça le problème, c'est que j'appelle l'infantilisation, n'est-ce pas, de la politique nationale. Vous ne sentez pas la maturité après 60 ans de l'indépendance. Vous ne sentez pas notre propre intelligence. Nous ne savons pas définir ce que nous voulons en tant que Congolais. Mais par contre, nous allons demander de l'argent ailleurs, pendant qu'ici il y a l'argent. Ça demande de l'intelligence et de la maturité. Donc, dégager une approche comparative avec ceux-là qui ont atteint la maturité politique, avec ceux-là qui ont atteint l'organisation, c'est grave. Nous sommes encore loin. Nous sommes encore à la phase du Moyen-Âge. Nous avons suivi Mangalibi. Nous sommes encore à la phase du Moyen-Âge. Quand vous avez la ville comme Kinshasa. On va en parler, j'y viens, par rapport à l'opération Kin Mbopeto, par rapport à cet édit, parce que c'est l'Assemblée provinciale, c'est un édit qui interdisait la production des sachets de trucs en plastique. D'ailleurs, vous prenez de l'eau avec un truc en plastique, donc on produit encore cela en République démocratique du Congo. Et cette opération Kin Mbopeto, pour vous, échec, réussite, déjà un petit bilan depuis qu'on a lancé cela ici en République, en fait ici à Kinshasa? Là, il n'y a pas ces échecs. Il n'y a pas moyen qu'on parle de l'échec. C'est de la mafia. Kin Mbopeto, c'est la mafia? C'est la mafia. Comment ça? Nous ne sommes pas en mesure d'évaluer combien la ville a sorti pour que nous puissions assainir la ville de Kinshasa. Et si la ville a ordonnancé autant de moyens pour assainir la ville de Kinshasa, qu'est-ce que nous avons déjà assaini là-dessus? C'est de la mafia, ce que nous appelons à Kinshasa Bakop. Et si cela doit s'opérer au sommet de la ville, c'est dangereux. Je ne vois pas la capacité, je ne porte pas atteinte à mes collègues députés provinciaux, mais je ne sens pas cette vocation-là d'interpeller les gouverneurs et comprendre comment fonctionne Kin Mbopeto. Mais cette édite par rapport à cette mesure de ne pas utiliser ou de ne pas produire le sachet, ça sera d'application, parce que Mangalibi a dit c'est question de suivi à Kinshasa, il y a des, il y a des mesures qu'on comprend mais qu'on ne suit jamais. Hein. Mais oui, en fait, je lui donne raison, mais il se pose un problème d'autorité. Ici, je m'inspire de Tshisekedi ou à Mulumba. Le combat de Tshisekedi n'était pas seulement la démocratie, la réhabilitation de l'autorité de l'État. Lorsque vous arrivez à atteindre la phase finale qui est la réhabilitation de l'autorité d'État, cela a des implications comportementales même dans l'échelle de la population. Mais du moment où il n'y a pas l'autorité de l'État, on ne sent pas l'autorité de l'État, la population vague comme si il n'y avait rien. Je reviens, n'est-ce pas, à ces bouteilles, à ces sachets. Ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. Madame, qui produit cela? Madame Paulet, je vous dis, après les Rwandais, après l'Ouganda, les pays qui nous ont causé du tort, notamment les Rwandais, l'Ouganda, Burundi, ça sera les Indo-Pakistanais. Ce sont eux qui sont, n'est-ce pas, les tenanciers de toutes ces entreprises. Ce sont eux qui produisent, n'est-ce pas, des bouteilles en plastique. Et ces mêmes Libanais, Indiens, consorts, ce sont ceux qui financent nos autorités. Dans ce sens-là, ce qui fait que même s'il y a une décision quelconque, parce que ceux qui détiennent l'argent, ceux qui détiennent les capitaux frais, ce sont les Indo-Pakistanais, ça veut dire que la décision tombe en eau de boudin. Mais ce sont des décisions qui prennent pour plaire à l'opinion, qui en fin de compte n'ont jamais été appliquées. Il n'y a pas de mesures contraignantes hein, par rapport. On ne punit même pas cette population. Mais c'est ça l'absence de l'autorité de l'État. Dans ce sens-là, il n'y a pas d'autorité de l'État. Là encore, je reviens pour dire, si aujourd'hui nous plaignons des Rwandais, demain, ce sont les Indo-Pakistanais qui vont nous prendre en otage. Mais l'économie est presque détenue par eux. Donc c'est-à-dire que tous les supermarchés, les presque supermarchés ici. Excusez-moi l'expression sauvage qu'elle peut être, nous entrons dans une colonisation économique vis-à-vis, n'est-ce pas, des Indo-Pakistanais. Et où est l'État? Qu'est-ce que l'État produit? Quelle est la capitale de l'État? L'État congolais. Il a quoi? Quelles sont les entreprises de l'État? Quelles sont les initiatives purement économiques de l'État congolais pour qu'il soit État jusqu'à obtenir ce qu'on appelle les capitaux? Notre État a aussi la mission d'avoir ces capitaux.
La flambée des prix aujourd'hui, des prix de première nécessité, hein, beaucoup d'ailleurs, nous les vivons. Un sachet de sucre par exemple est passé de 8 500 à 11 000 francs. Je me réveille aujourd'hui pour acheter mon crédit de 100 francs pour mettre mon 1 giga. Ce n'est plus à 1 700, c'est à 2 000 francs congolais. Et comment expliquez-vous cette flambée des prix comme ça? Et pourtant le ministre de l'économie, Mme Akassi, avait promis qu'il y aura des inspecteurs qui descendront sur le terrain pour voir tout ça. Mais on a l'impression que rien ne se fait. Bon, tout ça, c'est lié à ce que moi j'appelle les psychodrames. Nous assistons à un théâtre au pays, sur le plan national. Je vous ai dit tantôt, nous sortons, n'est-ce pas, de la vassalité, pour enfin se retrouver à ce que j'appelle l'infantilisation, n'est-ce pas, de la politique nationale. L'État n'est pas en mesure d'entretenir, n'est-ce pas, ses concitoyens. Il ne peut le faire en produisant. Vous ne produisez rien. L'économie entre les mains des Indo-Pakistanais. Vous parlez de quel État? L'État que nous avons étudié avec vous, avec Auguste Comte, l'État providentiel. Nous sommes loin de cet État-là. Okay. Lorsqu'il y a flambé des prix, je te prends un cas. J'aimerais paraphraser ou bien partir de cet homme. Laurent Désiré Kabila prend les pouvoirs. Par intelligence, il commence d'abord par chercher comment produire. Pourquoi produire? Jusqu'à atteindre ou pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vous parlez, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe là, des sauts de moutons qu'on sort, vous journalistes, et vous ignorez qu'il y a eu plus de 400 millions de dollars à divers... Décaissés pour ça? Non, pas seulement pour les sauts de moutons, même pour le programme des 100 jours. Le programme des 100 jours, c'est qu'ils ont appelé le programme d'urgence, ce n'est plus un programme d'urgence, bientôt là. C'est un état d'esprit aujourd'hui, les 100 jours. Nous allons continuer. La télé, c'est le temps. Je risque de ne pas être cohérent, n'est-ce pas, ma réponse. Celui-là, il relance, n'est-ce pas, les services nationaux pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les présents que nous avons aujourd'hui, quel est le secteur où vous sentez que Félix veut vraiment propulser l'ensemble de tout un peuple par ce secteur? Quel est ce secteur-là? Quand vous prenez ces programmes de 100 jours, il y a eu de l'argent décaissé pour le secteur d'agriculture. Où en sommes-nous? Ils ont tout pris, ils ont tout mis dans les poches, ils l'ont fait pour se requinquer leur santé financière, mais on n'en parle pas. Vous êtes seulement des leçons de moutons. Un état de droit, nous avons des billets, un pouvoir qui semble lutter pendant 37 ans, où il se retrouve dans la corruption. C'est grave. Okay. Tout ça, c'est lié à la corruption. Les flambées des prix que vous voyez dans les marchés, c'est lié, n'est-ce pas, à la corruption. Ça veut dire que l'argent qui doit être destiné, n'est-ce pas, à la trésorerie publique, cet argent-là est orienté dans les poches des gens. Vous avez suivi, n'est-ce pas, les points de vue de nos frères catholiques. Ils constatent qu'il y a enrichissement illicite et rapide. Pas seulement illicite et rapide. Ils ont d'ailleurs payé une commission à l'UDPS pour cela. Nous allons prendre d'ailleurs la... L'UDPS n'est pas un parti-là. N'engageons pas l'UDPS. Je vous en prie. C'est un parti comme tous les partis. Ceux qui pensent que l'UDPS c'est un parti, ça se trompe. Ok, nous allons parler maintenant de la dénonciation. Il y a eu des dépôts, comme vous le savez, dans ce grand secteur qu'est l'éducation nationale par rapport à un secteur donné, par rapport à Secopé. Il y a eu des dépôts de dénonciation et la réunion du ministre de la coopération, Guillaume Angelot. Ce député national dit avoir constaté plusieurs irrégularités dans les arrêtés signés au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Des documents qui mettent en mal l'effectivité de la gratuité de l'enseignement en RDC. Tony Mwaba dénonce aussi la présence des personnes fictives sur la liste des enseignants. Un recrutement frauduleux en vue de faire échec à la réforme initiée par le chef de l'État, dit-il.
Ce législateur congolais en pleine vacances parlementaires promet de soumettre en plénière ce dossier. Pour l'instant, le procureur général du parquet près la Cour de cassation est saisi du dossier. La République, elle, attend voir clair dans cette affaire. Plusieurs questions d'ordre organisationnel ont été évoquées par le ministre d'État Pépin Majolo, notamment celles liées aux infrastructures de la République démocratique du Congo, afin de relever les défis d'organiser cette grande fête planétaire de la famille francophone. À l'issue de cette rencontre, l'un des membres du comité exécutif, le directeur Zemon Kabamba, n'a pas manqué les mots. Aujourd'hui, c'est la première réunion du comité national des Jeux de la francophonie. Depuis la mise en place de ce comité par décret du Premier ministre le 25 novembre 2019. Nous avons accepté d'organiser ces Jeux parce qu'il fallait matérialiser la volonté du président de la République. Et il fallait aussi matérialiser l'engagement du gouvernement de la République qui a voulu que nous puissions obtenir l'organisation des Jeux et nous l'avons obtenu. Et à ce jour, je pense que le travail est en train d'être fait. Je dois vous dire une chose, il n'y a pas plus tard que le 25 février, nous étions à Paris pour présenter l'état des préparatifs des Jeux et nous avons obtenu le soutien de plusieurs pays. Je pense au courant du mois de mars que nous allons lancer l'appel d'offres pour les entreprises qui veulent bien nous accompagner dans la construction du village de Jeux, dans la réhabilitation, l'aménagement et la réfection des sites qui devront accueillir les compétitions sportives et les concours culturels. Je suis convaincu que la RDC va relever le défi pour que ces Jeux soient réellement une grande organisation, une grande fête de la jeunesse de l'espoir francophone. Notons que le membre du comité de pilotage s'active et déjà pour le préparatif de la 9e édition de Jeux de la francophonie qui aura lieu du 23 juillet au 1er août 2021. Dany Safou, plusieurs griefs contre le ministre de l'EPST. Votre collègue Tony Mwamba, on l'a suivi, il a été très clair, fraude massive, il y a des personnes fictives, il y a des listes des personnes fictives, et tout ça a été fait pour mettre en mal le programme du chef de l'État, par rapport surtout à l'enseignement gratuit à l'école primaire. Et ensuite, en tant que député, il a demandé la création d'une commission parlementaire pour suivre un peu cette histoire des listes fictives. Et il va interpeller le Premier ministre pour qu'on suspende tous les décrets, les arrêts, patati patata, par rapport à ces secteurs. Trop de mafia dans ces secteurs aussi. Vous êtes député national, je vous prends dans cet angle-là. Tony Mwamba a-t-il raison de porter plainte contre le ministre Willy Bakonga aujourd'hui? Il en a le droit. Vous savez, j'ai du mal à parler de mes collègues députés. Mais c'est lui, c'est lui qui a pris le courage d'y aller et de dire non, ça va, on doit voir clair dans ces dossiers. A-t-il raison? Est-ce que c'est dans ses prérogatives de porter plainte contre le ministre Willy Bakonga? Moi, je disais tantôt que j'ai du mal à parler de mes collègues députés. Celui-là, je l'apprécie beaucoup. Mais je me pose la question cette fois-ci, il est parti de l'irrationalité. Je crois que les députés, ce n'est pas un citoyen ordinaire. Les députés, de par le règlement intérieur, qui est d'ailleurs sa Bible, le député a tous les pouvoirs. Ce n'est pas un citoyen ordinaire qui doit aller se plaindre ou déposer plainte contre les ministres de la Cour de cassation. Non, là je ne suis pas d'accord avec lui. Là je m'inscris à faux. Les pouvoirs, tous les pouvoirs qu'un député, il a la possibilité, il a la mission d'interpeller un ministre. Ce n'est pas la Cour de cassation. Je vous renvoie à Montesquieu, la séparation du pouvoir. Lui est député. Il ne peut pas aller ramper à la Cour de cassation. Non, il ne rampe pas. Il joue un rôle en tant que citoyen. Il est en vacances parlementaires. Ce n'est pas un citoyen ordinaire. Il n'est pas un citoyen ordinaire. Nous devons déjà partir de là. Un député n'est pas un citoyen ordinaire. Il a tous les pouvoirs qui lui sont conférés pour interpeller un ministre. Voilà les pouvoirs qui lui reviennent. Et encore, avec la bancarisation, le ministre va détourner comment? Excusez-moi, il est du PPRD, moi je suis de l'opposition, mais je suis au niveau de l'objectivité. S'il y a une réforme qui marche, n'est-ce pas, jusque-là,
dans ces pays, c'est la gratuité de l'enseignement. On se le dise. Félix a échoué partout. Partout. Là où nous sentons des signaux, là où il y a la symbolique de la réussite, là où on se dit, au moins, cette réforme a pris des chances de réussir. C'est la gratuité de l'enseignement. Vous avez au moins plus de 40 000 élèves qui ont, n'est-ce pas, rejoint les circuits scolaires. Devons reconnaître, vous avez 132 000 enseignants non payés qui ont été payés. Moi, je pense que... 132 000 enseignants, mais on dit que ce sont des fictifs. Et beaucoup disent que non, Willy Bakonga a donné matricule, je ne sais pas si la formule est exacte, à ses propres enseignants de son école, Madame de Sévigné. Il a favorisé les gens du PPRD, des listes fictives, les gens qui ne sont pas du tout des enseignants. Non, là, c'est un jugement des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, avec la bancarisation, je dis bien ce jugement des valeurs, loin de défendre les ministres, je suis au niveau de l'objectivité et de la rationalité. Avec la bancarisation, les ministres ne peuvent pas toucher un seul rond. L'argent va du ministre, du budget et à la banque. Avec la bancarisation, c'est difficile. Ils ne détournent pas les salaires des enseignants. C'est difficile parce que en fait, lorsque vous dégagez les listings, ça va, n'est-ce pas, au niveau des CECOPE, qui, n'est-ce pas, en mélange les listings, et ces listings vont, n'est-ce pas, au ministère des budgets. Les ministères des budgets élaborent, budgétisent combien il faut payer, et cet argent-là passe directement à la banque. Évidemment, c'est là que je salue Matata Pognon. Peut-être il a partout échoué, mais avec la bancarisation, je vous dis, on a atténué la corruption. On a atténué les détournements dans le secteur notamment de l'éducation. Liste fictive. Il y a-t-il des listes? Il y a des enseignants qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, quand vous allez parler de ce secteur, il y a des enseignants qui disent qu'on a affecté des enseignants. Ils ne le sont pas, ce sont des membres des partis politiques. Il y en a qui disent, moi je suis enseignant, mais on ne m'a pas donné un numéro matricule. Non, au fond, il y a un élément, en fait, c'est une matière que je maîtrise pour avoir enseigné dans ma vie. Il y a ce qu'on appelle les nouvelles unités. Et ces nouvelles unités, l'opération n'est pas encore finie. Il y a une commission en place. Il faut, n'est-ce pas, identifier tous les enseignants du Congo. C'est là où je me dis, c'est déjà un avantage. À l'époque, les enseignants n'étaient pas identifiés. On payait les enseignants comme ça. Maintenant que nous aurons, n'est-ce pas, la nomenclature de tous les enseignants à travers l'identification, je crois qu'il y a peu de chances, on parle, n'est-ce pas, du détournement et des listes, n'est-ce pas, fictives. Madame, vous savez, le vice-ministre de l'enseignement de l'EPSP et de l'IDPES, si aujourd'hui mon collègue... Allié de l'IDPES. Non, il est de l'IDPES. Celui de l'EPS allié de l'IDPES. Non, il est de l'IDPES. Il est de l'IDPES. Il est de l'IDPES. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup utilisé l'IDPES pour des fins, pour des intérêts personnels. Ils n'ont jamais été IDPES. Moi, je se dis IDPES. À cette honte, certains commencent à se définir alliés. Non, sur de l'IDPES et qu'on sort. On a fait de l'IDPES un fonds de commerce. On a fait de l'IDPES un tremplin, sans pour autant verser de son énergie dans cette partie. Je reviens. Oui. Lorsque Tony... il est fait de quel bord, lui? Il est de l'IDPES. Est-ce que c'est une guerre entre l'UDPS, le PPRD, une guerre entre les partenaires? Mais il ne doit pas y avoir guerre, madame. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Jamais tu verras un membre du MPR s'attaquer à un autre membre du MPR. Kabila ici a fait autant, 19 ans au pouvoir. 5 chantiers n'ont pas marché. Avez-vous vu, n'est-ce pas, les membres du PPRD s'attaquer aux 5 chantiers? Nous assistons cela seulement à l'IDPES. L'IDPES qui a la mission, n'est-ce pas, d'entretenir les peu qui semblent réussir dans la chef, n'est-ce pas, de Tshisekedi, porte encore atteinte à cela. Je vous ai dit, vous êtes journaliste. Quel est le secteur où Félix a réussi? Aucun secteur. Mais là où nous sentons l'odeur de la réussite, évidemment, à la longue, avec l'appui de la Banque mondiale, mais ça risque, le secteur de l'enseignement. On risque de couper cette aide. Mais lorsque Tony Mwaba s'amène à la Cour de cassation, il y téléphone, il donne quelle information à la Banque mondiale? Nous sommes un pays où nous ne produisons rien. Nous sommes un pays où nous n'avons pas suffisamment de moyens pour piloter cette réforme. D'ailleurs encore, sans fausse modestie, je me dis, le choix a été judicieux. Willy Bakonga vient d'où? Il vient du secteur de l'enseignement. Donc, c'est lui qui est tenté de matérialiser
la vision, n'est-ce pas, de Félix Tshisekedi. Vous l'attaquez encore pour dire que non, il est en train de détourner. Non, vous n'attaquez pas Bakonga, vous attaquez, n'est-ce pas, Félix. Si nous devons maîtriser la politique en tant que telle, la politique en tant que valeur, en tant que moyen, n'est-ce pas, de promouvoir l'opinion et de promouvoir nos concitoyens, je crois que c'est mal parti. Parce que là-dessus, la Banque mondiale qui a promis d'accompagner, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État, qui s'articule, n'est-ce pas, la gratuité de l'enseignement, risque de se dire, il ne faut pas oublier, nous avons connu pas mal de choses, des programmes, n'est-ce pas, de 100 jours, soi-disant programme d'urgence, parce que ce n'est plus un programme d'urgence, bientôt ça sera 2 ans. Et si aujourd'hui la Banque mondiale s'est dit, un député a saisi la Cour de cassation, un député constate qu'il y a détournement, cela doit être vrai. Mais moi, député, je constate jusqu'à preuve du contraire. Que c'est pas ça. C'est pas ça, parce que les mécanismes mis en place, la bancarisation, l'identification des enseignants, ce qu'on appelle les nouvelles unités, ça ne permet pas au ministre aujourd'hui de tomber dans la mafia, dans les détournements. Dans ce sens-là. Donc, je ne défends pas seulement les ministres, parce que je maîtrise mieux le secteur, je constate que mon collègue n'a pas été suffisamment bien informé. Création de cette commission parlementaire, la rentrée, c'est d'ici là. Et il a demandé une commission parlementaire pour qu'on puisse un peu regarder de très très près ce secteur qu'est l'éducation et la suspension des arrêts. Votre réaction? Non, il y aura création de cette commission? En fait, c'est la création d'une commission à l'hémicycle ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas par la déclaration des députés. Les députés doivent apprécier dans l'ensemble. C'est autour d'un débat que les bureaux apprécient, que les députés aussi apprécient, pour enfin mettre en place ces commissions. Ça ne se passe pas dans la spéculation, parce qu'un député déclare tout haut, nous allons mettre une commission en place, et que le lendemain, on met aussi une commission en place. C'est toute une gymnastique rationnelle, c'est tout un débat. Les bureaux doivent apprécier, l'ensemble des députés doivent aussi apprécier. C'est autour d'un débat. Si un élément, l'ami, les collègues, a des arguments qui tiennent debout, et que ces arguments-là peuvent nous amener à constituer une commission, c'est là on peut constituer une commission. Si je dois partir de mon constat, je constate que cette information n'est pas objective. C'est l'acharnement politique. Non, ce n'est pas l'acharnement politique. Ce sont des coups politiques. Non, c'est une mauvaise information. L'ami n'a pas été suffisamment informé. C'est une mauvaise information. Vous savez, le secteur de l'éducation, c'est un secteur un peu technique. Il y a des termes qu'il faut maîtriser. C'est quoi les CCOP? C'est quoi les nouvelles unités? Tu comprends? Il y a des concepts purement techniques. C'est un domaine où ça nécessite beaucoup plus de la technicité. Là, ce n'est pas pour vanter les ministres qui est tenté de matérialiser la vision de Félix. Je me dis, cette fois-ci, on a pris quelqu'un qui maîtrise la matière et qui vient, n'est-ce pas, de l'enseignement. C'est ce que nous demandons chaque fois. Si vous voulez, n'est-ce pas, que le ministère de la Santé marche, placer, n'est-ce pas, un médecin là-dessus. Si vous voulez tel domaine puisse marcher, il faut placer la personne, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Cette fois-ci, loin de là, je crois que on a toujours décrié les choix de Kabila, ils ont la majorité, parfois ils nous présentent n'importe qui, mais cette fois-ci, je crois que le choix est judicieux. On a placé celui qui maîtrise la substance et les fondements de l'enseignement de ce secteur. Nous allons parler du président de la République. Vous le savez, il était allé aux États-Unis et ses dernières déclarations en faveur d'Israël n'ont pas été au goût de tous. Il y a eu beaucoup de réactions aussi contre cette approche, ce rapprochement avec Israël. Nous allons suivre la réaction de beaucoup de gens et surtout la réaction aussi du député Daniel Safou par rapport à la déclaration du chef de l'État. Les relations entre mon pays et Israël sont restées longtemps en léthargie. Nous avons pourtant d'énormes domaines de convergence, d'intérêts sur les plans sécuritaires, économiques, culturels et scientifiques. S'agissant des questions sécuritaires, les défis nouveaux liés à la lutte contre le terrorisme, la corruption et le blanchiment des capitaux, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité
nous donne l'opportunité, que dis-je, l'obligation de renforcer nos liens pour des objectifs partagés. Je désire tisser avec Israël des liens forts et une alliance dans laquelle mon pays sera une bénédiction pour la nation d'Israël, selon la promesse de l'Éternel qui dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront. » Il s'agit d'un processus que je réaffirme solennellement ce jour et qui se renforcera à la mesure de la consolidation de notre amitié et de nos intérêts réciproques. C'est dans ce contexte que je vous annonce l'arrivée imminente dans mon pays du grand rabbin Albert Guigui, qui viendra cette fois pour le renforcement de nos liens sur le plan spirituel. Pour ne pas perdre cet élan, pour consolider nos liens et discuter de nos intérêts mutuels, je compte effectuer une visite en Israël au courant de cette année. Aussi, après plus de 20 ans sans une représentation au niveau adéquat, je procéderai dans les prochains jours à la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'État d'Israël. Daniel Safo, nous avons suivi la réaction ou les propos du chef de l'État aux États-Unis avec l'AIPAC. Beaucoup disent que c'est un lobby très très fort des Juifs aux États-Unis. Est-ce que pour vous, ce rapprochement de la République démocratique du Congo-Israël serait bénéfique pour nous? Jusqu'à il n'y a pas rapprochement, il y a flatterie. Il y a flatterie, c'est grave, c'est ce que j'appelle l'infantilisation, n'est-ce pas, de la politique nationale. Je vous ramène à 1974 avec Mobutu, il fait le choix entre l'Égypte et Israël, il dit entre frères et un ami, le choix est clair. Au lendemain de ces discours, les relations avec Israël n'avaient plus bien marché. Mais on a repris la coopération quelques années après. Aujourd'hui, l'appui politique et diplomatique de Félix se repose sur ses pairs africains, l'Union africaine. L'Afrique veut aller de l'avant. L'Afrique s'inscrit dans la logique même de Kwame Nkrumah, où il s'est dit il faut les États-Unis d'Afrique. Ils devront être unis. Une fois unis l'Afrique, on peut s'engager à des grands défis du monde. L'Afrique ne peut pas s'engager dans la dynamique de la mondialisation de manière singulière. Ça doit se faire de manière concrète dans la vision même de Kwame Nkrumah, de Ndombo Keïta, tous ces gens. Félix Tshisekedi entre en contradiction avec ses pairs africains. Ce n'est pas la position, n'est-ce pas, de l'Union africaine. Et lui prend une position particulière. On appelle ça... La souveraineté de la RDC. Beaucoup brandissent cette souveraineté. Ils disent nous sommes souverains, nous sommes un État souverain. Je ne refuse pas. La souveraineté, c'est bien bon. Mais lorsque vous inscrivez dans notamment certaines chartes internationales, vous cédez une partie de votre souveraineté. La souveraineté n'a jamais été effective et totale. Vous me saisissez, le Congo fait partie, n'est-ce pas, de l'Union africaine. Le Congo fait partie à plusieurs organismes, n'est-ce pas, internationaux. Lorsque vous acceptez d'adhérer à ces structures internationales, donc vous cédez une partie de votre souveraineté. Là, je suis pratiquement dans la dynamique des relations, n'est-ce pas, internationales. Quand vous suivez les discours de Félix, il veut plaire les Américains. Il veut plaire aux Américains? Il veut plaire aux Américains. Ce que j'appelle de la flatterie. Qui voit américain, voit israélien. Mais évidemment, je dis c'est de la flatterie. On ne dirige pas les pays avec la flatterie. On dirige les pays avec intelligence. On dirige les pays avec harmonie. Mais il a été au-delà, Daniel Safo, réfléchissons ensemble. Il a dit celui qui bénit Israël, ça va bénir en retour. Israël, c'est le pays choisi par Dieu. Personne ne peut entrer en guerre contre Israël sans être puni. Nous avons vu toutes les guerres qu'a commis,
en fait, toutes les guerres israélo-palestiniennes depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, personne n'a gagné Israël. Israël, c'est le pays choisi de Dieu, c'est le peuple élu de Dieu. Donc il faut que, comme on dit, tout Dieu mais là derrière Israël pour que nous ayons notre salut. Donc c'est tout à fait normal que la RDC, pays chrétien, pays aussi grandement tourné vers Dieu, puisse se rapprocher d'Israël. Je voulais souligner un élément, nous ne sommes pas un pays chrétien, nous sommes un pays laïque. Alors, il y a les musulmans, il y a les kimbanguistes, il y a les catholiques, nous sommes un pays laïque. Mais la majorité chrétienne, je crois qu'à l'heure actuelle, nous avons des problèmes, n'est-ce pas, à Béni. Nous avons des problèmes à l'est du pays, nous avons pas des problèmes, nous avons des problèmes de la production. Là où je me dis, ce n'est pas aussi mal que nous puissions entretenir des bonnes relations diplomatiques avec Israël, pas seulement parce que c'est un pays béni, nous tous nous sommes bénis, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été créés par un être inconnu que nous appelons Dieu, que nous appelons Dambim Pungu. Vous comprenez? Là où moi, ça c'est mon point de vue, je crois qu'il ne peut pas sitôt se détacher de ces pères africains. La position ou le point de vue devait être le point de vue de l'Afrique. Je ne suis pas contre. Je crains qu'il se détache, n'est-ce pas, de ses pères africains. Automatiquement, il entre en contradiction, n'est-ce pas, de ses pères africains. Et quand vous entrez en contradiction avec tes amis, tes réels amis, pour telle ou telle déclaration, c'est dangereux, parce que moi je pense que c'est bien bon. Par rapport aux pays arabes et par rapport à la Palestine aujourd'hui, comment ça va se passer, puisque qu'on le veuille ou pas, les Arabes peut-être vont réagir aussi, vont dire mais qu'est-ce qui se passe? Comment le président va gérer maintenant ses relations avec les pays arabes? Oui, si on se rapproche trop d'Israël, donc on se crée aussi des ennemis dans les pays arabes. Je ne sais pas si c'est... Dans le cas comment faire cet équilibre? Dans les cas d'espèces, ça nécessite de l'intelligence. Ça nécessite une intelligence doublée de la diplomatie. Dans ce sens-là, ça ne relève pas du président d'emblée. Ça relève d'une intelligence nationale. Est-ce que nous, quels sont nos intérêts, quels sont les avantages par rapport à ce que nous, Congolais, nous cherchons? Les Congos cherchent quoi? C'est ça. Ce n'est pas dans les discours, ce n'est pas dans les déclarations. Nous ne sommes pas là pour créer de la confusion avec les Arabes ou les Juifs ou les Égyptiens. Nous sommes là pour chercher comment nous, Congolais, nous pouvons nous positionner dans cet espace mondial et tirer, n'est-ce pas, nos bénéfices par rapport à nos intérêts. Où sommes-nous aujourd'hui? Parce que le Congo aujourd'hui, je sais que c'est la mondialisation, on va avoir des bonnes relations avec tout le monde, mais dans le monde, c'est impossible d'être ami à tout le monde. Où se situe la RDC aujourd'hui? On a vu le président sillonner presque partout, États-Unis, Russie, partout il était là. Mais on se positionne où? Et qu'est-ce qu'il a gagné? Zéro. Tous ces voyages, il a gagné quoi? Zéro. Il n'y a pas eu de retombées, c'est il n'y a rien comme retombées. Il a dit ça. J'ai dépensé 50 millions, je vais obtenir 1 milliard. Ça y est où? Je suis député national, je suis une autorité budgétaire. Où est les bénéfices? Qu'est-ce que Félix nous a mené? Il voyage, il est dans les fastes du pouvoir. Il est dans les fastes du pouvoir. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons encore rien obtenu de tous ces voyages. Même l'ouverture de l'ambassade à Tel Aviv. Et ça nous profite en quoi? Qu'est-ce que les Congos gagnent là-dessus? Nous avons besoin de la relance de notre agriculture. Nous avons besoin de réussir réellement la gratuité de l'enseignement. Nous avons besoin d'aider nos jeunes universitaires. Nous avons besoin de la recherche scientifique. Nous avons besoin de réhabiliter nos routes. Il en a parlé, que Israël peut nous aider dans ce domaine. C'est ce que j'appelle l'infantilisation, n'est-ce pas, de la politique nationale. Sillonner tous ces pays pour aller demander, sans pour autant se rendre compte, tout est ici. Tout est ici. Avec nos terres. Je vous prends un cas, Madame Paulette. Quand vous prenez une tonne de maïs sémencière, c'est 6 000 $. Quand vous prenez une tonne de cuivre, c'est 6 000 $. Posez-moi la question, qu'est-ce que moi je vais chercher en tant qu'autorité? Je pense, c'est la tonne de maïs, la tonne sémencière de maïs. Quand vous prenez une tonne sémencière du riz, ça vous donne 8 000 $. Donc ça va au-delà du cuivre. Il faut une vision. Quand vous n'avez pas la vision, vous allez demeurer, n'est-ce pas, la main tendue.
Ah, Bosungangaye, Ngamboka Nangabanzerezate, Villa Kinshasa, Komakaba Moto, il n'y a pas de routes secondaires. Non, nous devons être en mesure de développer une intelligence devant nous permettre à résoudre nos problèmes. Mais ce ne sont pas les autres qui vont résoudre nos problèmes. Prévenez que autant de voyages, zéro Makuta. Daniel Safou, le chef de l'État, a été élu grâce à un programme. Ces gens ne l'ont pas élu parce qu'il est le fils de Tshisekedi, que je me trompe. Il a été élu face à un programme, UNC, PPRD, ils avaient eu un programme commun. Et on ne peut pas mettre en pratique ces promesses de campagne. Il n'y a pas eu programme. Il n'y a pas eu programme. Il n'y a pas un programme. C'est du méli-mélo. On navigue à vue là. Non, maman. L'IDP c'est quoi? Ce sont des socialistes. Comme le PPRD? Ce sont des socialistes. INC c'est quoi? Ce sont des capitalistes. Mais c'est ça, maman. Donc c'est ce qu'on a appelé à l'époque la marmite de Kokambala. Ils se retrouvent à tous. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de se requinquer financièrement. Ils sont là pour des intérêts du ventre. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une vision qui profite au pays. D'ailleurs, il n'y a pas vision. Il n'y a que des intérêts, il n'y a pas vision. On ne sent pas la vision. La vision, c'est 100. On vous parle d'un programme d'urgence de 100 jours. Bientôt, là, nous allons atteindre 2 ans. Je crois qu'on doit cesser de parler d'un programme d'urgence de 100 jours. Il a refilé au gouvernement. Vous avez des sauts de moutons. Il a refilé au gouvernement. Vous savez, vous verrez, il y a eu corruption. Il y a eu détournement. Et c'est une honte. C'est une honte pour ceux-là qui se disent d'être les descendants. Accordez-moi une dernière question par rapport au voyage du chef de l'État. Beaucoup se disent, quel est le rôle du ministre des Affaires étrangères? Quand je pose cette question, les gens disent que le président est le premier diplomate. Pour vous, est-ce que le ministre des Affaires étrangères, Madame Toumbazisa, est vraiment dans ses bottes de ministre des Affaires étrangères? Madame, merci beaucoup. J'apprécie votre intelligence. Vous avez touché, n'est-ce pas, mon intuition. Madame, je suis en train de préparer une loi là-dessus. Toutes ces femmes des présidents de la République, ils sortent de quelle famille? Des familles riches, sont des milliardaires. Vous avez la femme de Tshisekedi qui donne des dons, qui fait des histoires. Elle a une fondation. Vous avez connu Olive Lembe qui fait des fondation. Fondation, ils ont trouvé de l'argent. C'est ça. Ça frise la corruption. Ces femmes-là ne sortent pas des familles riches, ne sont pas des milliardaires. Et avant que leur mari soit président de la République, ils avaient fait des dons. Ces femmes-là se substituent, n'est-ce pas, au ministère des Affaires sociales. C'est dangereux. Bientôt, là, je vais faire une loi là-dessus. Ils n'ont pas droit d'aller faire les cadeaux, les dons, les tolls. Où est passé les ministères des Affaires sociales? Ce n'est pas le cas. Quand les gens vous disent que le président, c'est le premier diplomate, non. Le président est dans les fastes du pouvoir. Tout simplement. Dans les fastes du pouvoir, si vraiment il y avait là-dessus un intérêt, nous avons la trésorerie publique. Moi, député, je serai au courant. Félix a effectué autant de voyages. Voilà ce que le pays a gagné. Non, nous ne gagnons rien. Il y a des conditionnalités. On lui dit, monsieur, tu veux qu'on vous aide? Pour mettre faire la corruption dans ton pays. Voilà, nous allons d'ailleurs... Mais on veut qu'on vous aide. S'il vous plaît, nous allons d'ailleurs entrer dans ce dossier vraiment de plein pied de corruption. L'interview qu'a accordé Jamel Sami, je ne sais pas si je prononce bien son nom, ce Libanais qui a été arrêté, mis à Makala, par rapport à ce programme de 100 jours, par rapport aux marchés qui ont été, qu'on lui a octroyés. Je ne sais pas si ce sont des marchés de gré à gré, mais on ne sait même pas comment on lui a donné ce marché-là. Lui, je crois que c'est par rapport aux maisons préfabriquées qui a été arrêté, mais il y en a beaucoup. Il y a celui de l'OVD, de l'Office de route, qui ont été interpellés aussi. Et la réaction de M. Kapiamba par rapport à la visite de vice-ministre, je crois, ou de ministre, les deux, qui est allé rendre visite à ces privilégiés, moi je les appelle ainsi, de la prison de Makala. Prison de Makala. Un groupe de journalistes venus accompagner, semble-t-il, le vice-ministre de la Justice dans le cadre d'une visite d'inspection va se retrouver nez à nez avec Jamal Sami, patron de Sami Bokongo. Comme dans un bistrot de Matongé, le chevalier de la plume vont initier une interview axée essentiellement sur le détournement de fonds destinés à la construction de bâtisses pour le compte du gouvernement congolais dans le cadre de 100 jours de Fachi. Mi-2018, j'ai pris un marché, vous avez le temps,
Je paie, ça c'est les frais, je paie. J'ai pris un marché avec le développement. 900 maisons. Jusqu'à 2019, à la fin de l'année 2018, il n'y en a pas obtenu. Après, le 2019, le troisième mois, deuxième mois, j'ai pris les obtenir les marchés encore à cause des prix, à cause des qualités marchandises. Au lieu que 900 maisons, ils ont commandé 1500 maisons. Vous êtes d'accord avec moi? La question relative aux raisons proprement dites de son incarcération, la réponse ne viendra pas. La conférence de presse sera interrompue par une tierce personne apparemment. On vous accuse quoi? Il m'a accusé, j'ai volé l'argent. Combien? Il n'y en a pas les marchandises. Il m'a accusé, j'ai volé les 57 millions de dollars. Je vais te résumer les problèmes. Je suis comme vous. Cette interview va faire le tour des réseaux sociaux, d'où un communiqué de la cellule de communication du cabinet du vice-premier ministre en charge de la Défense. Le document nie toute implication de Célestin Tundaya Kasenda dans cette initiative. Le dossier fait couler de l'encre au sein de l'opinion. La CAJ accuse le vice-ministre à la Justice d'avoir ciblé ses dernières visites à la prison de Makala. La visite n'a bénéficié qu'à M. Djamal, M. Blattner et M. Moutima, qui sont tous poursuivis par les parquets actuellement pour des faits ou des actes de corruption et de détournement des fonds publics dans le cadre de l'exécution des ouvrages publics tels que voulus par le président de la République pour ces 100 jours. Et donc, nous avons trouvé anormal que les vice-ministres n'aient choisi de rendre visite qu'à ces personnes. Mais Bernard Takaïcha dit avoir bénéficié du quitus du chef de l'État à cet effet. Nous avons été saisis et instruits par le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, de venir vérifier tout ce qui se serait en train de se passer à la prison par rapport aux détenus qui étaient interpellés pour des raisons d'enquête. Nous avons eu information comme quoi ils étaient torturés, maltraités au niveau de la prison et ils nous revenaient comme une obligation professionnelle de venir vérifier. Georges Kapiamba demeure formel, pas d'action au moment où le magistrat instruit les dossiers. À partir du moment où le magistrat est en train d'instruire, le ministre n'a ni à commenter les actes qui sont posés ou les faits en cours, ni chercher à aller parler avec les personnes qui font l'objet de poursuites. C'est une intrusion inacceptable dans un état de droit que tous nous voulons. Je crois que le vice-ministre a compris qu'il a commis une faute professionnelle. Il doit faire profil bas, reconnaître son tort et s'engager à ne plus poser ce genre d'actes. Rappelons qu'au lendemain de la visite à la prison par la délégation du vice-ministre congolais à la justice, le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Tundaya Kasende, a au cours d'une correspondance déclaré n'avoir mandaté personne pour visiter les responsables de Safikas, Samibo et Office des routes. Daniel Safou, mais c'est quand même bizarre. Est-ce que c'est pas de la cacophonie au sommet de l'État? Chacun se défend, tire la couverture de son côté. Le vice-ministre dit qu'il est allé rendre visite à ces détenus sous l'injonction, pas si l'injonction, mais sous l'aval, disons-le clairement, du chef de l'État. Et le ministre lui-même dit que non, lui n'a mandaté personne pour aller rendre visite à ces détenus. Et Georges Kapiamba dit, mais ça, c'est violer la loi de l'instruction de dossier. Donc il n'a pas le droit de venir parler avec eux. Mais quand ils sont ministres, ils n'ont pas de conseiller juridique, ils n'ont personne pour leur dire qu'ils sont en train de faire une bourde politique. C'est incroyable à ce niveau de l'État. Madame, je vous ai dit tantôt au début de cette émission, c'est l'infantilisation de la politique nationale. Donc, on n'a pas encore atteint la maturité. Quand un gouvernement doit marcher à contre-courant, on arrête des gens censés ne pas être jugés par la loi. Et le vice-ministre débarque. Quelle est l'intentionnalité du vice-ministre? Ça sent la corruption. Ça sent la légèreté. Moukébaï est en prison. Le vice-ministre a rendu visite à Moukébaï. C'est un député. Avons-nous déjà entendu les vice-ministres réagir sous vice-ministre rendre visite, n'est-ce pas, aux détenus? Ils sont qui ces gens-là? C'est ce que je vous ai dit au début de cette émission. Nous sommes sortis de la vassalité
pour enfin embrasser l'infantilisation politique. On ne sent pas la maturité. Sous autres sièges, ça ne se passe pas comme ça. Ces ministres-là doivent être interpellés, n'est-ce pas, au Parlement, qui nous disent quel genre de relations ils ont avec les gens, évidemment, les prétendus voleurs. Jusque-là, il bénéficie de la présomption de l'innocence. Mais il a dit, vous l'avez suivi, qu'on l'accuse d'avoir volé 57 millions, d'avoir détourné 57 millions de dollars. C'est quand même des millions de dollars. De fois, on ne se rend pas compte des montants, mais ce sont des millions de dollars. Il y en a ces millions détournés où les gens ont voulu se requinquer financièrement. Évidemment, je l'ai dit tantôt, vous avez suivi l'Église catholique, qu'au sein de l'IDPS, les gens s'enrichissent facilement, illicitement et rapidement. Il faut souligner les concepts. Là, je suis d'accord avec l'Église catholique. Selon ça, la pertinence et la dextérité, n'est-ce pas, de l'Église, quand il s'agit de dénoncer tout comportement machiavélique. Donc, c'est pour dire que nous n'avons pas encore atteint la maturité. Nous, on l'appelle vice-ministre, il ne sait pas son rôle en tant que vice-ministre, qu'est-ce qu'il peut faire, mais je crois que ça sent la mafia, ça sent la corruption, ça téléphone. Posons-nous la question. Quelle est l'intentionnalité, n'est-ce pas, du vice-ministre? Madame, vous savez, en droit, lorsqu'on veut scruter l'infraction, le juge, sa démarche première, c'est saisir l'intentionnalité du sujet. Quelle est l'intentionnalité, n'est-ce pas, du vice-ministre? Moi, je pense qu'il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Il veut désorienter, n'est-ce pas, les dossiers. Il veut désorienter. Il y a ingérence, donc... Mais c'est ça! Vous avez la réponse. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Est-ce que ce sont des détenus privilégiés? Parce que nous, journalistes, nous regardons les détails. Nous les avons vus avec leurs montres, avec leurs ceintures, avec leurs lunettes. Et pourtant, les détenus n'ont droit à aucun bijou. On les a vus, moi j'ai regardé les détails, ils ont leurs montres, ils ont leur téléphone, ils ont leurs histoires. Ce sont des détenus privilégiés. C'est pourquoi je vous dis que la justice au Congo marche à double vitesse. Moukeba est en prison, nous avons un arrêt de la cour, Moukeba est toujours en prison, mais les familles libanais soupçonnées de détourner 57 millions, il est là, comme un petit roi. Il bénéficie même des visites, n'est-ce pas, des autorités du pays. Ça veut dire que la justice du pays pose problème. Madame, quand vous retenez Moukeba pendant longtemps, du moment où la loi est claire là-dessus, que les arrêts de la cour sont exécutoires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vendons très mal l'image de notre pays. C'est là où Félix est bloqué. Mais il a quand même eu remaniement avec le magistrat. Je vois qu'on a quand même, comment dire, nommé de nouveaux magistrats. Il y a eu chamboulement quand même dans ce secteur. Moi j'appelle ça permutation, parce que ce sont les mêmes figures qui sont là. J'appelle ça permutation. Nous avons besoin d'un vin nouveau, de nouvelles figures, une nouvelle énergie, une nouvelle vision. Ah, nouvelle énergie Bangakia, mais je ne le vois plus, salut à Joseph Bangakia, ça fait un bon temps que je le vois plus. Quand vous avez nommé, il y a permutation, il n'y a pas une nomination, c'est du bluff. On nous donne l'impression que Félix a nommé au niveau de la magistrature et qu'on a aménagé l'appareil judiciaire. Non. Regardez les comportements du procureur de la République face à Moukeba. Regardez l'absence de l'applicabilité, n'est-ce pas, de l'arrêt de la cour. C'est pour dire que nous vendons très mal l'image de notre pays quand il s'agit de la justice. Et c'est parmi les conditionnalités. C'est comme ça que Félix, à chaque fois qu'il effectue ses voyages, il y rentre même bredouille. On lui parle, 1, monsieur, il y a de la corruption dans ton pays. 2, monsieur, il n'y a pas la justice dans ton pays. 3, monsieur, il n'y a pas la bonne gouvernance dans ton pays. 4, monsieur, on ne sent pas que réellement vous êtes à l'auteur de la matière, parce que là-dessus, il y a alliance. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de briser cette alliance? À son tour, lui dit, non, je ne saurais pas briser cette alliance. J'aime Kabila. C'est mon frère. Partenaire. Ça, vous devez le savoir. C'est un partenaire. Non, il y a des fois, il va plus loin. Hein? Il y a des fois, il va plus loin. Il dit, c'est mon frère. Vous avez entendu Félix, dans sa dernière communication, sur l'état de la nation, dans un des paragraphes, il dit, Kabila, c'est mon frère. Nous avons la présidence, au moins eux, pour la première fois, je ne sais pas par quelle magie, ils ont la majorité parlementaire. Ça, c'est Félix qui l'a dit, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, lors, n'est-ce pas, de son adresse sur l'état de la nation. Donc, si on n'arrive pas à sortir ou à répondre
à des conditionnalités, je crois que nous n'aurons rien. Et si nous n'aurons rien, si le paix interne, nous ne produisons aussi rien, le Congo risque de disparaître s'il est social. Vous avez vu les Libanais, je vous ai dit tantôt, après les Rwandais, ce sont les Indo-Pakistanais. Est-ce qu'on ne peut pas confier tel marché à un Congolais? Est-ce qu'on ne peut pas donner les moyens? Les Lusakivana, quand Mobutu prend les pouvoirs, il fabrique ses propres milliardaires. C'est le pays qui fabrique les riches. En leur octroyant, n'est-ce pas, des crédits. C'est Mobutu qui crée Lusakivana. C'est Mobutu qui crée Dokolo. C'est Mobutu qui crée Kisombe. On leur donne des crédits. Félix au pouvoir, est-ce qu'il a cette vision-là de créer ses propres milliardaires? Nelson Mandela, quand il accède au pouvoir, il crée ses propres milliardaires. De Cyril, l'actuel président. Ce sont des jeunes qui ont accédé à des grands crédits devant leur permettre d'amener des grandes affaires. C'est dans la vision du chef de l'État. Il avait dit que d'ici là, il y aura beaucoup de millionnaires. Hein, attention, il est lié à un mandat. Quand il dit d'ici là, en 2030, parce que tout s'arrête en 2023. Tout s'arrête en 2023. C'est là où la Mouka va vous démontrer qu'il a les ailes. C'est là où la Mouka va vous démontrer qu'il a les dents solides. C'est là où la Mouka, quelle que est notre vision, j'aimerais que les Kinois saisissent. 2022, toko bambou la bango. Ok. Si l'ensemble des pays, je souligne un 2023, ça sera Vital Kamerhe. Hein, je souligne un aspect. C'est là l'accord de Nairobi. Hein. Ah oui. Oh. C'est l'accord de Nairobi, c'est Vital Kamerhe en 2023. Bon, attendons voir avec les résultats, n'est-ce pas, sur des moutons, comment nous allons gérer les programmes de 100 jours, si c'est le massif Vital et innocent. Nous sommes vraiment en train d'atterrir. Si c'est le massif Vital et innocent, il aura des marges de manœuvre. Pour 2023. Si nous constatons, il a la main mise dans ce que nous appelons le programme d'urgence, parce qu'il faut que les enquêtes aboutissent. Espérons que cela va. Il ne faut pas arrêter il ne faut pas arrêter des petits messieurs pendant que les grands messieurs se cachent. Je crois qu'avec cette affaire, nous devons aller loin. Et l'opinion congolaise doit s'intégrer là-dessus. La population doit avoir un œil permanent dans cette affaire. Nous sommes déjà au mois de mars, donc le mois dédié à la femme. Nous allons terminer par cela. Nous allons voir la réaction de deux dames. Bernadette Kamango qui a donné son point de vue par rapport à ce mois dédié à la femme, parce que nous sommes le 8 mars, donc je profite de l'occasion pour encourager toutes les femmes qui se battent pour leurs droits, parce que cette journée n'est pas la journée de la femme, c'est pas pour nous offrir des fleurs, des chocolats ou je ne sais pas quoi. Nous nous battons pour nos droits. Il y a une grande nuance, la journée internationale des droits de la femme. Donc il faut vraiment bien nuancer, et nous allons parler avec une note assez légère de la visite de cette excellente sœur Barbara Nzimbi à Congo Web Télévision, pour clôturer. Je me souviens, quand cette histoire d'épargne a commencé, donc on a plutôt mis en exergue le pagne. C'est comme si la femme se limitait au pagne. Or, la femme, nous les femmes, on porte les pagnes tous les jours. Moi, je ne pense pas que tout doit tourner autour d'un bout de tissu. Non, parce que ce bout de tissu, on le porte, c'est là pour le 8 mars. Et après le 8 mars... C'est terminé, on n'a rien retenu de cette journée. C'est comme on bafoué les femmes qui ont lutté pour connaître ce droit-là. Effectivement, il y a des femmes qui sont mortes pour ça, et jusqu'à présent, il y a des femmes encore qui se battent et qui meurent par rapport à l'évolution des droits des femmes. Maintenant, au pays, si on doit réduire toute cette lutte autour d'un bout de tissu, donc je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Et puis, quelque part aussi, on doit reconnaître que ces pagnes sont devenues une affaire aussi commerciale. C'est comme la fête des Saint-Valentin. Voilà, c'est un peu commercial, venez acheter. Et puis, moi personnellement, je n'ai jamais acheté ce pagne-là. J'ai toujours dit que le jour où j'achèterai ce pagne, ce sera le jour où on va m'expliquer où vont les recettes de cette vente. Pays, nous avons le code de la famille qui justement est là pour soutenir la femme dans ses droits. Effectivement, il y a beaucoup de femmes qui ignorent leurs droits. Or, le droit des droits, c'est que nul n'est censé ignorer le droit. Mais je pense que quelque part, c'est peut-être dû
a une faille, on dira, au niveau de l'État, parce que justement, c'est bien sensibilisé. Oui, la sensibilisation appartient malheureusement d'abord au gouvernement. Au gouvernement, oui. Donc c'est ce gouvernement qui a la première charge. Évidemment, à côté du gouvernement, il y a beaucoup d'ONG, nationales et internationales. Ils sont là justement pour accompagner les efforts du gouvernement pour justement promouvoir les droits de la femme. La rédaction de Congo Web Télévision a vécu une ambiance particulière dans la matinée de ce jeudi. Ceci suite à la visite surprise de Barbara Nzimbi, l'une de leurs. Une visite qui lui a permis de retrouver ses anciens collègues de service. Je suis très contente de retrouver mes amis, de retrouver Ambroise, Papa André et vous aussi les nouvelles que je viens de voir. J'ai vu Alain, ça m'a fait beaucoup de bien, je dois préciser. Alors je suis venue ici aujourd'hui pour faire un reportage. Vous savez, le journalisme est un métier noble et ça vous rattrape toute la vie. Et j'ai eu un ami qui a voulu que je diffuse pour lui un élément de reportage sur les chaînes de télévision. Alors je lui avais donné une condition que si ça ne passait pas sur Congo Web, j'allais pas le faire. Reconnaissant la confiance placée en elle, Barbara n'a pas manqué des mots pour exprimer sa gratitude aux siens. C'est ici que j'ai tout appris. Chabani Record m'a donné la chance d'apprendre, la chance de savoir comment écrire un papier, de faire un papier, de traiter une information. C'est vrai que je l'ai appris à l'université, à l'IFASIC, mais bon, la pratique est toujours la meilleure leçon en fait. Et il a cru en moi d'apprendre. Alors c'est la rédaction qui m'a donné la force de faire même des émissions politiques qui étaient Ambroise et le cordon Gilbert Biladi. Ces deux-là à qui je dis merci. Il y avait un moment aussi le chef Luc Mikomoka Bongatre, Papa André. Tout en encourageant les journalistes et trouvés sur place au travail, cette ancienne journaliste a également salué le professionnalisme de certaines femmes des Congo Web Télévision. Nancy Oudia m'a beaucoup marqué par son professionnalisme. Paulette Kimuntu qui est toujours là, et Élisée Odia. Il y avait Gaël Kibungu. Barbara Nzimbi Akonzoli dit avoir gardé beaucoup de bons souvenirs de ce métier ainsi que de cette maison de presse qui resteront indélébiles. Merci Barbara Nzimbi, que j'appelle affectueusement ma jumelle. Merci pour ce signe de reconnaissance. Moi je le dis, même Jésus-Christ aime la reconnaissance, confère la parabole de lépreux. Il en a guéri, je crois, 9 ou 10, si je me souviens bien. Et un seul était retourné pour dire merci et Jésus était très content. Merci pour cette reconnaissance. Barbara Nzimbi, nous avons suivi Bernadette Kamango par rapport à cette journée d'aujourd'hui, de 8 mars. Beaucoup de femmes pensent jusqu'à aujourd'hui que cette journée n'est dédiée qu'au port du pagne, qu'aux manifestations. Et pourtant aujourd'hui ce n'est pas une fête en fait, c'est une commémoration, c'est un temps d'arrêt pour voir un peu le bilan, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on a déjà fait et tout ça. Pour vous c'est vraiment utile cette journée internationale dédiée aux droits de femmes? Non, la journée internationale, c'est vraiment utile cette journée. C'est utile pourquoi? En fait, c'est pas seulement une journée pour la femme, c'est pour l'homme aussi. C'est genré, hein? En fait, le combat de la femme ne remonte pas seulement avec la femme. C'est l'homme qui commence, c'est l'homme qui constate que la femme n'est pas différente de moi. Que la femme, c'est aussi valeur. C'est l'homme qui commence ce combat et la femme n'emboîtait pas. Confère Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Vous comprenez? Donc c'est aussi une journée pour l'homme. Il y a un élément important dans tout cela. Quel est le contenu d'enseignement, de philosophie que nous mettons en place pour nos jeunes filles, pour nos enfants-filles, pour nos mamans et pour l'homme qui est censé respecter, n'est-ce pas, la femme? Ça ne doit pas seulement s'opérer le 8 mars, non. Ça doit démarrer. C'est un combat de tous les jours. Des publications, des programmes de télévision. La puissance de la télévision peut changer les choses. Je vous renvoie à un auteur du Congo-Brazzaville, Jean Malonga. Il écrit « La force suprême ». C'est aussi ce que je vais dédier à ma mère, à toutes les femmes. Jean Malonga dit ceci dans cet ouvrage. « À toi aussi, mon fils, j'aimerais te parler à propos de la femme. La femme
n'est pas un être inférieur. Par son regard, il peut changer une situation. Par sa main, il peut mettre fin à une guerre. Donc la femme, c'est une puissance, c'est une énergie, c'est une valeur que nous devrions accompagner tous, et les hommes, et les femmes aussi elles-mêmes. Mais pour que la femme arrive à se saisir, qu'elle ait une valeur, qu'elle ait une énergie, c'est l'État. Nous devons quitter ce que j'appelle l'infantilisation de la politique nationale. C'est pas seulement le 8 mars, on doit dire non, il faut des programmes spécifiques. Mais l'Assemblée nationale, par exemple, les 30% ne sont pas respectés, pourtant c'est dans la loi. Il y a combien de députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale? En fait, c'est un travail de fond. Il faut que les femmes, à peine 10%. C'est que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est-à-dire que les jours, les femmes se diront que nous n'allons voter que les femmes, donc la majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi la politique, par exemple, n'attire pas les femmes? Pourquoi la politique active comme non, je me répartis de la pensée de Socrate, un philosophe grec qui dit, si l'homme fait le mal, parce qu'il ne connaît pas le bien, les jours où on va apprendre à l'homme de faire le bien, il le fera nécessairement. Nous devons apprendre à la femme que vous êtes une valeur, que vous avez des capacités à la fois cognitives qui peuvent servir à l'homme et à la société. Quand vous allez à la faculté des sciences à l'université de Kinshasa, vous verrez là, c'est pas si on s'est débarrassé de cette image. Les récentes recherches démontrent que la femme a plus d'intelligence que l'homme. Ce que les chercheurs appellent la femme a plus la capacité cognitive que l'homme. Est-ce que la femme le sait qu'il a plus d'intelligence que l'homme? Il faut des enseignements, il faut des programmes, il faut toute une éducation civique à nos jeunes filles qui demain sont appelées à diriger le pays, qu'elles sachent que je suis plus intelligent que l'homme, que Dieu m'a créé avec une capacité cognitive beaucoup plus supérieure que l'homme. Si vous êtes dans une salle de classe où il y a 10 filles et 20 garçons, si la fille est outillée, si la fille est bien encadrée, si la fille est bien nourrie, elle fera des pourcentages plus que les hommes. Donc il faut qu'on arrive, l'État congolais doit sortir de ce que j'appelle l'infantilisation de la politique nationale, un programme national sur la femme congolaise, que cette femme-là soit appelée à diriger le Congo demain. Une discrimination positive un tout petit peu, c'est ça, genre de mettre la femme au devant. Il n'y a pas seulement de discrimination, mais on ignore encore qui est la femme. Elle-même s'ignore aussi, ce qui est grave. Non, elle-même ne s'ignore pas. Il a fallu Mao Tse-tung pour que les Chinois comprennent qu'ils sont Chinois et qu'ils peuvent bouger le monde. Il a fallu, n'est-ce pas, Mobutu pour que les gens comprennent que notre identité, nous sommes les Aïrois. Il a fallu Kasavubu pour que les gens comprennent que l'indépendance, c'est un moyen pour que nous puissions nous développer. Il a fallu Lumumba pour qu'ils nous disent l'indépendance n'est pas un cadeau, c'est un droit fondamental. Et Félix, il nous enseigne quoi? L'alternance. Non, là, c'est pas l'alternance. C'est du sociodrame. C'est une pièce théâtrale qui se joue au sommet de l'État. On nous présente du théâtre. Madame, je n'ai jamais cru, en aucune minute dans ma vie, que Félix pourrait composer avec Kabila. C'est pourquoi j'ai dit, nous sortons de la vassalité. Vous comprenez? Les pouvoirs étaient confisqués. Kabila a confisqué ses pouvoirs et on continue à les confisquer par cette alliance. Il y a confiscation du pouvoir au sommet de l'État. Donc, tout doit se jouer autour, n'est-ce pas, des alliances. Et madame, je ne terminerai pas sans vous dire que mon souci de tous les jours, ma réflexion de tous les jours, je n'arrive pas à sortir de cet carcan rationnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils se sont dit aujourd'hui que Félix soit avec Kabila? C'est ce que j'appelle la marmite de Kokambala. Tout est là. Merci beaucoup Daniel Safou, député national. Merci pour votre participation à cette émission. Merci d'être passé à la barre comme je le dis souvent. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Vous avez suivi le nouveau Daniel Safou, l'homme politique plus posé, plus mature, vous l'avez senti lors de ce passage dans cette émission. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Femmes, levez-vous, parce qu'on ne nous offrira rien sur un plateau d'argent. Osez, battez-vous, arrachez ce que vous devez arracher, parce que, comme l'a dit Daniel Safou, nous sommes plus intelligentes. Et on l'oublie souvent, nous sommes plus intelligentes que les hommes. Donnez la chance aux femmes d'émerger. Hommes,
Ne tuez pas les talents de vos femmes parce que c'est une épouse, elle doit rester à la maison. C'est vrai que nous jouons tout ce rôle-là, mère, femme et tout ça, mais vous devez accompagner vos femmes parce qu'elles sont une valeur sûre. Daniel Safou l'a dit, pour la République, pour la nation congolaise, elles vont apporter un plus. Et moi, mon souhait le plus cher, peut-être plus que Daniel Safou, c'est voir un jour à la tête de ce pays une dame comme à l'Assemblée nationale. C'est possible. Les femmes sont plus majoritaires que les hommes. Voilà, comme Janine Mabunda qui conduit de main de maître l'Assemblée nationale, j'aimerais qu'un jour, une femme conduise la destinée de ce pays. Merci et on se retrouvera avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah. Alors, à tous les amis, Johnny Maj is the King, j'ai confirmé, j'ai vécu ça, c'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas, c'est un privilège de connaître Johnny Maj et d'avoir les images avec Johnny Maj. Je suis très honorée. Bravo Johnny Maj.